Mesdames, Messieurs, nous allons commencer, si vous le voulez bien. Monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Pascal Aury, de présenter Pascal Aury pour cette dernière conférence du cycle sur le grand siècle. Pascal Aury est un historien que vous connaissez tous, qui est membre de l'Académie française. Il a une œuvre considérable orientée sur un thème très novateur et très fondateur qui est l'histoire de la culture à l'époque contemporaine. Il a inventé ou contribué à inventer cette nouvelle dimension pour à la fois approcher les productions de l'esprit, la littérature, la réflexion philosophique, mais en intégrant l'histoire sociale, l'histoire politique. Et c'est également, par ses choix thématiques, un regard porté sur les moments les plus tragiques de notre histoire du XXe siècle, la collaboration, le nazisme, l'anarchie de droite. Et toute sa réflexion s'est portée sur la construction intellectuelle de ces mouvements qui ont profondément marqué la France et aussi on conduit à des dérives fatales. Un recueil de ses articles en 2022 portait ce titre très évocateur, ce côté obscur du peuple, et je crois que ça résume bien un peu à la fois la fascination que nous avons pour ces dérives et puis l'obligation pour l'historien d'en traiter. Et bien sûr, toute son approche a toujours été admirablement critique, c'est-à-dire qu'il a pu aborder des textes terribles, comme les décombres de Lucien Rebattet, dont il a donné une nouvelle édition, mais toujours en mettant en contexte et en permettant de garder des distances avec ces tentations monstrueuses de la pensée et de l'action. Parallèlement, Pascal Aury est un homme engagé dans la cité. Je ne donnerai pas tous les détails, mais il a toujours considéré que l'historien devait être un acteur dans la République, et il a aussi beaucoup réfléchi sur la mémoire de la France dans le cadre du Haut Comité aux commémorations nationales, mais aujourd'hui, sous l'autorité du chancelier Darcos, il est le directeur de France Mémoire, et toute une partie de son œuvre tourne autour d'une réflexion sur la nation. Récemment, qu'est-ce qu'une nation? Une histoire mondiale. Le petit tract récent, Cher et vieux pays, en 2023. Et il a également, dans cette réflexion sur la constitution d'une nation, dirigé un très beau dictionnaire des étrangers qui ont fait la France en 2013. C'est aussi un homme de l'écriture, et là nous retrouvons l'Académie française, lui-même fils de journaliste. Il me semble de t'avoir souvent entendu dire nulla dies sine linea, c'est vraiment l'idée d'écrire toujours, et que l'écriture fait partie aussi du travail de l'historien, et je pourrais multiplier les exemples de cette écriture très variée, très luxuriante, à travers des chroniques, à travers des engagements aussi, à travers aussi un regard distancié, rieur, je dirais, sur la culture, à travers un Goscinny, la liberté d'en rire, une invention du bronzage, essai d'une histoire culturelle. Donc, à côté de sujets graves, sérieux, dramatiques, il y a là une distance rieuse pour fonder une science joyeuse. C'était donc tout indiqué aujourd'hui à propos d'une institution, d'une vieille dame qui est l'Académie française, une création du grand siècle, une institution qui a survécu, qui à la fois incarne la tradition littéraire, mais une compagnie qui a aussi, au fil du temps, toujours su garder sa jeunesse, sa vitalité, en se renouvelant. Donc je lui donne tout de suite la parole. Merci, cher confrère, cher Lucien, qui fut, comme moi, pas tout à fait à la même date, pensionnaire de la Fondation Thiers, donc déjà hébergé par l'Institut de France. Il y avait un signe pour nous deux, là, monsieur le chancelier. Monsieur le chancelier, chers confrères, chers consoeurs, mesdames, messieurs, oui, le premier siècle de l'Académie française, le terme n'est pas à prendre au pied de la lettre, quoique, d'un temps de 100 années, mais comme l'ont entendu deux membres de l'Académie française, Charles Perrault,
auteur d'un poème intitulé « Le siècle de Louis le Grand », 1687, et Voltaire, bien sûr, « Le siècle de Louis XIV », 1751. Disons donc, le premier siècle, un mouvement historique qui va s'étendre des années 1630, qui sont celles de la fondation de l'Académie, aux années, disons, 1740, qui seront entre autres celles de l'élection de ce même Voltaire, justement, élection interprétée immédiatement par les contemporains comme la victoire d'un parti, qu'on commence à appeler déjà le parti des philosophes, sur un autre, sur les autres, et a posteriori comme l'entrée dans un autre siècle, celui des Lumières. On entendra donc cet intitulé comme une manière fleurie, précieuse, dirait-on, vers 1630, de donner un peu de sens à une période fondatrice pour la compagnie dont je fais partie, mais aussi pour plusieurs académies d'aujourd'hui qui sont nées ou qui se sont constituées à peu près à la même époque. Et au-delà, pour ce qui est aujourd'hui l'Institut de France. D'où, pour commencer, un retour sur l'invention de l'Académie française, suivi d'un bref état des lieux au cœur du règne de Louis le Grand. Et pour terminer ce rapide survol, ce sera vraiment rapide, un essai d'éclaircissement, c'est le mot, sur la logique qui a conduit, à partir de l'enceinte même de cette académie, à l'intronisation des Lumières. L'invention de l'Académie, il est évident qu'elle est fondamentalement due à cet homme, le cardinal de Richelieu, qui est, au moment où tout se configure, donc au milieu des années 1630, à partir en particulier d'un texte de lettres patentes pour l'établissement de l'Académie française, signé du roi Louis XIII en janvier 1635 et enregistré au Parlement en juillet 1637, la différence est intéressante, eh bien, une décision dont il faut clairement dire qu'elle a une dimension politique. Et pour ceux qui voudraient en être encore plus convaincus, il suffirait de lire une bonne partie du début des lettres patentes. Je lis cet extrait qui peut étonner quand on ne le connaît pas. Il s'agit donc des lettres patentes pour l'établissement de l'Académie française. Et ça commence à peu près dans les termes suivants. « Aussitôt que Dieu nous eut appelés à la conduite de cet État, nous eûmes pour but non seulement de remédier au désordre que les guerres civiles dont il a été si longtemps affligé y avaient introduit, mais aussi de l'enrichir de tous les ornements convenables à la plus illustre et plus ancienne de toutes les monarchies qui soient aujourd'hui dans le monde. Et quoique nous ayons travaillé sans cesse à l'exécution de ce bon dessein, il nous a été impossible jusqu'ici d'en voir l'entier accomplissement. Les mouvements excités si souvent dans la plupart de nos provinces et l'assistance que nous avons été obligés de donner à plusieurs de nos alliés nous ont divertis de toute autre pensée que celle de la guerre et nous ont empêchés de jouir du repos que nous procurions aux autres. Mais comme toutes nos intentions ont été justes, elles ont eu aussi des succès heureux. » Je ne continue pas, mais c'est quand même une entrée en matière impressionnante quand il s'agit de créer une institution qui s'appelle l'Académie française. Et la suite du texte présente en effet les conférences et assemblées sous le nom de l'Académie française. Donc vous avez bien entendu, guerre civile, mouvement excité dans les provinces, et même de la géopolitique européenne, dirait-on aujourd'hui, très spécifique de celle qu'est en train de conduire justement Armand-Jean Duplessis, duc de Richelieu, qui est principal ministre du roi Louis XIII, pour ne pas dire Premier ministre. Et cette décennie fondatrice des années 1630, elle s'est ouverte par une révolution de palais, on peut l'appeler ainsi, une journée décisive dite journée des dupes, 11 novembre 1630. Une révolution de palais qui voit la victoire définitive du cardinal sur ses ennemis. Et pas n'importe quels ennemis, hein. La reine-mère, le frère cadet héritier présomptif, puisque Louis XIII n'a pas encore d'enfant. Vraiment un moment important de la vie politique française. On ne peut pas ne pas en tenir compte pour éclairer les circonstances qui vont conduire cet homme, le cardinal de Richelieu, à configurer une institution nouvelle qui s'appellera l'Académie française. Richelieu est arrivé au Conseil du roi en 1624, il a assuré le pouvoir de la monarchie,
à la fois contre les protestants et contre le parti des dévots, entre guillemets, catholiques intransigeants, et sur le plan diplomatique, n'a pas hésité à s'allier avec des princes protestants pour faire pièce aux Habsbourg. J'oserais dire que ce cardinal a une certaine idée du royaume de France. Dans cette idée figurera un certain moment, assez précisément choisi, l'Académie française. C'est là qu'il faut prendre en compte cette personnalité du cardinal qui en fait, en particulier, un homme, le mot n'est pas anachronique, compte tenu des dates, les années 1630, un homme de la propagande. C'est précisément à cette époque-là que se constituent officiellement à Rome les premières congrégations de la propaganda fide, et il y a eu dans ce cadre de ce cycle un exposé sur Théophraste, Renaudot et la Gazette. Tout ceci est assez cohérent avec un propos où le principal ministre sait qu'il y a des moyens de propagande, des moyens de mobilisation, dirait-on aujourd'hui, des artistes, des écrivains. Et brochant sur le tout, on découvre à cette occasion, justement quand il est en train de discuter avec un de ses conseillers, sur lequel je vais revenir dans un instant, de la création de cette académie, c'est un homme qui est si passionné, si intéressé par la littérature, la poésie, le théâtre, qu'il pratique une partie de cet art, en particulier la poésie. Voici l'échange resté relativement fameux qu'il a avec l'un des premiers membres de l'Académie française, Desmarets de Saint-Sorlin, écrivain. « À quoi pensez-vous que je prenne le plus de plaisir ?» dit-il à Desmarets. Desmarets, en bon courtisan, lui répond « à faire le bonheur de la France ». Réponse de Richelieu « point du tout, c'est à faire des vers ». Donc à la fois c'est une posture, mais c'est quand même quelque chose de très significatif. Un homme d'État qui se rêve poète. Vous aurez constaté qu'il n'y a pas que Mao Zedong, finalement. Il y en a quand même quelques autres. Mais ça n'arrive quand même pas tous les jours. Et cela signifie surtout, pour notre propos de ce soir, qu'au fond, parmi tous les cercles qui se croisent autour du cardinal, le plus important sera le plus informel, celui des hommes de lettres qu'il fréquente et qui le fréquentent, qui travaillent pour lui. Les uns sont d'abord des vrais propagandistes, leur liste est longue, mais on ne peut pas comprendre le statut de certains écrivains, de certains artistes, les plus petits comme les plus grands, sans tenir compte de cet esprit du temps. Et la manière dont fonctionne le cercle littéraire du cardinal ministre nous est éclairée par l'anecdote bien connue de ce que j'appellerais le récit de Boisrobert. L'abbé de Boisrobert fut l'auteur d'une vingtaine de pièces de théâtre qui n'ont pas marqué leur époque, et encore moins la nôtre. Ce fut surtout, en son temps, dans le milieu des gens de lettres parisiens, une figure assez étonnante, quoique pas unique en son genre à cette époque, on le verra. D'abord, c'est un point sur lequel on pourra revenir, c'est un protestant converti, l'abbé. Ensuite, c'est un personnage scandaleux pour les esprits du temps, d'une grande liberté de mœurs. Un libertin au sens moral du substantif, je ne vais pas rentrer dans la discussion de savoir s'il y a des libertins érudits, etc. C'est clairement un libertin au sens où nous pourrions l'entendre aujourd'hui, sans grande limite d'ailleurs à son libertinage, y compris ce que nous appellerions au XXe siècle l'homosexualité. Boisrobert est une gazette, ce n'est pas celle de Renaudot, mais c'est la gazette complémentaire, un peu scandaleuse par rapport à celle de Renaudot. Une gazette pour le cardinal, on dirait aujourd'hui que c'est un informateur, bien informé, et plus encore plein de verve. Le cardinal l'aime beaucoup, passera son temps à le punir de ses excentricités, à l'exiler et à le rappeler. Et c'est donc Boisrobert qui informe Richelieu de l'existence d'une société de lettrés qui vient de l'accueillir en son sein. Il vient, Boisrobert, d'être accueilli dans cette société sous une condition expresse de n'en parler à personne. Évidemment, le soir même, il en parle au cardinal. Et dont il pense, Boisrobert, beaucoup de bien. Cette société se réunit périodiquement chez l'un ou l'autre de ses membres pour d'aimables conversations littéraires, allant jusqu'à des lectures de poèmes. On ne serait pas loin de l'office au même moment de l'hôtel de Rambouillet, mais sur des bases différentes de ces hôtels qui sont par ailleurs connus de l'histoire littéraire. On a là la discrétion par rapport à une certaine volonté de paraître de ces hôtels. On a la cooptation d'un petit groupe d'élus à tout point de vue. Ils sont 9
au moment où Bois-Robert en parle au cardinal. Je dirais la bourgeoisie au sens où on a affaire parfois à des très petits nobles, mais il ne s'agit pas des grands de ce monde, incontestablement. Et puis, différence avec l'hôtel de Rambouillet et quelques autres, la masculinité. Au moment où Bois-Robert, en quelque sorte, mange le morceau, la société en question commence à se stabiliser. Son lieu de réunion, qui a varié, est en train de se fixer au carrefour de la rue Saint-Martin et de la rue des Vieilles Étuves, pas loin du quartier huppé du moment, qui s'appelle, vous le savez, le Marais. Et chez l'un de ses membres, qui pour l'instant n'est que l'un de ses membres, mais qui devient important pour la cohérence du groupe, Valentin Conrart. Conseiller secrétaire du roi, c'est un titre, hein, mais pour Richelieu, c'est un signe positif. Théoriquement, il n'entre pas en terrain ennemi, en tout cas avec Conrart. Conrart, comme Bois-Robert, est né calviniste. Mais contrairement au feu follet Bois-Robert, il va le rester jusqu'à sa mort, une quarantaine d'années plus tard, soit 10 ans avant la révocation de l'édit de Nantes. Heureux homme. Le nom de Valentin Conrart est encore aujourd'hui attaché à un petit vers malicieux de Boileau. Je garde de Conrart le silence prudent. Alors on peut gloser ce silence. Hein. Le silence qui est la discrétion d'une œuvre qui n'est cependant pas inexistante. On dit parfois que Conrart n'a rien écrit. Non, non, non. D'autres académiciens français n'auront jamais rien écrit. Mais Conrart, non. Non, c'est une calomnie. On lui connaît des fables qui annonceraient presque La Fontaine et même des chansons à boire. Mais rien, c'est vrai, qui ait vocation à circuler hors du cénacle. Mais silence, ça peut être aussi, eh bien, pas de commentaires tendancieux, religieux, politiques. En revanche, une présence constante, un souci tout aussi constant de la pondération, il le prouve en animant, comme on dirait aujourd'hui, ce petit groupe, une fine connaissance de la langue, il le prouve au moment des discussions autour des textes que l'on lit en public, un amour de la littérature et la littérature des autres, pas la sienne. Bref, l'image de ce qu'il va être, dans peu de temps, le premier secrétaire perpétuel de l'Académie française. Au fond, pour reprendre une terminologie qui va animer la compagnie à la fin du siècle, Conrart est un moderne, peu familier du grec et du latin, mais bon connaisseur des deux langues étrangères qui comptent à cette époque, l'espagnol et l'italien. C'est aussi, notons-le, un familier du grand historien d'art français de sa génération. Faut-il aller jusqu'à dire le premier historien d'art français, certains l'ont écrit, André Félibien, avec lequel il a entretenu une correspondance suivie, publiée justement sous le nom de « Lettres familières à Monsieur Félibien ». C'est ça la grande œuvre de Conrart. Le premier historien de l'Académie, Paul Pélisson, qui en est membre aussi, et qui est d'origine calviniste, a brossé un portrait sensible de ce premier âge entre cercle de Conrart et première Académie. Je cite Pélisson. « Si quelqu'un de la compagnie avait fait un ouvrage, comme il arrivait souvent, il le communiquait volontiers à tous les autres, qui lui en disaient librement leur avis. Et leur conférence était suivie tantôt d'une promenade, tantôt d'une collation qu'ils faisaient ensemble. Une partie de ces collations avait lieu le soir, un peu au-delà de la collation, dans un endroit qui s'appelait l'Hôtel de Bruxelles. Quand ils parlent aujourd'hui de ce temps-là, continue Pélisson, et de ce premier âge de l'Académie, ils en parlent comme d'un âge d'or, durant lequel, avec toute l'innocence et toute la liberté des premiers siècles, sans bruit et sans pompe, et sans autre loi que celle de l'amitié, ils goûtaient ensemble tout ce que la société des esprits et la vie raisonnable ont de plus doux et de plus charmant. C'est vraiment doux et charmant ce qu'écrit Pélisson. Et c'est le même Conrart qui va présider à la métamorphose décisive et définitive en acquiesçant à la proposition, c'est là le nœud, à la proposition du principal ministre. Une proposition imprévisible, une proposition habile, que les mêmes, on va donc conserver les 9 au départ, continuent à, dit la proposition citée par Pélisson, à s'assembler régulièrement, mais désormais en plus grand nombre, donc très vite on n'en sera plus à 9 mais à 13, etc., car ils le seront, et c'est ça le mot capital, sous une autorité publique. Et pourquoi sous une autorité publique ? La réponse est dans les textes fondateurs qui vont paraître en 1635.
en particulier dans les lettres patentes et dans les statuts et règlements. Article 24 des statuts et règlements. La principale mission de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. On aura retenu les règles certaines, la pureté linguistique, etc. Il faudrait gloser ce texte, ça serait, à la limite, là mon véritable exposé. La clé de voûte du dispositif est nichée dans un autre article, celui qui fait de Richelieu, je cite, le chef et protecteur de l'institution. Donc, ce n'est pas protecteur au sens strict, chef et protecteur. Bientôt, ce sera protecteur tout court. Structurellement, ce patronage n'est pas exceptionnel. Le mot et la chose sont familiers aux contemporains dans une société fondamentalement hiérarchisée, patriarcale, dirait-on aujourd'hui, mais d'abord paternaliste. Conjoncturellement, cette protection signifie surtout que ce qui n'était qu'une assemblée de beaux esprits est désormais conçu comme un instrument entre les mains d'un pouvoir politique, par ailleurs, à son zénith. Cette protection est dans son principe acceptée par la société de Conrart, à l'exception d'une voix dissidente, celle au reste de l'un des écrivains les plus connus du groupe, peut-être le plus connu à ce moment-là, en particulier pour une série de lettres, on pourrait dire de lettres ouvertes à divers correspondants, parmi lesquels Conrart, certes, mais aussi Descartes, par exemple, Jean-Louis Guèze, seigneur de Balzac. Voilà ce que aurait répondu Guèze. On me mande que c'est une tyrannie qui se va établir sur les esprits et à laquelle il faut que nous autres, faiseurs de livres, nous rendions une obéissance aveugle. Si cela est, je suis rebelle, je suis hérétique, je vais me jeter dans le parti des barbares. Alors voilà qui est bel et bon, mais s'il y a bien un homme de lettres qui sait ce que c'est que la protection, c'est Guèze de Balzac, toute sa famille est protégée par une série de familles nobles. C'est aussi l'auteur d'un traité politique intitulé comme il se doit Le Prince, qui peut passer, quand on le regarde attentivement, pour un texte de soutien à Richelieu. Guèze de Balzac se soumettra donc comme les autres, se payant simplement le luxe de ne pas siéger à l'Académie tout en ayant été l'un des premiers élus, ce qu'on pourrait appeler une manière d'être présent-absent, qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'histoire de l'Académie française à plusieurs reprises. Mais dira-t-on, quid de tous ces protestants? Alors, Bois-Robert le fut, Conrart le resta, et c'est pas tout. L'un des premiers membres, le plus proche ami de Conrart, évidemment, Jean Augier de Gombauld en était aussi. Au reste, une figure typique du milieu littéraire de son époque, ce Gombauld, disciple de Malherbe, pilier de l'hôtel de Rambouillet, où on le connaît sous le nom de Beau Ténébreux. Auteur d'un traité, Gombauld, sur le je ne sais quoi, dont il ne semble pas que Vladimir Jankélévitch ait jamais eu connaissance. Et il faudrait encore citer Perrault d'Ablancourt, ou donc Pélisson lui-même. Mais voilà, sur la durée, la plupart de ces huguenots se sont convertis, ou vont bientôt le faire. Ils se sont convertis, certes, au catholicisme, mais peut-on penser plus encore à la religion du pouvoir d'État. Et pour commencer, vont manifester, comme leurs autres confrères, une loyauté à toute épreuve à l'égard du cardinal. Là est le critère. Ce lien étroit avec le pouvoir royal s'illustrera très vite au travers d'une forte personnalité, celle de Jean Chapelain, qu'on retrouvera à plusieurs reprises rédacteur ou correcteur de plusieurs des textes statutaires, en général en association avec Conrart. Et sans surprise, Chapelain jouera un rôle important dans la première grande affaire académique, sur laquelle je reviendrai rapidement tout à l'heure, la querelle du Cid. Sur de telles bases, l'édifice, d'abord contesté au sein même du pouvoir d'État en question, pourra s'installer durablement. Ainsi, le Parlement de Paris, vous l'avez remarqué tout à l'heure, mettra-t-il 2 ans avant d'enregistrer les lettres patentes. Plutôt qu'une hostilité au principal ministre, il pouvait être larvé, mais bon, le principal ministre est triomphant désormais jusqu'à sa mort. Il faut voir dans cette stratégie la volonté d'établir un rapport de force avec l'institution nouvelle qui pourrait bien, si on ne la contrôlait pas, marcher sur les brisées de l'institution ancienne, du Parlement lui-même, si elle entreprenait de dire son mot sur, par exemple, les textes de l'autorité royale, en concurrence avec le Parlement.
La suite a prouvé que non, mais quand on est parlementaire, on peut le craindre. D'où une clause limitative explicite qui calme le jeu, en quelque sorte, voulue par le Parlement, j'en cite un extrait, que ceux de la dite Assemblée et Académie ne connaîtront que de l'ornement, embellissement et augmentation de la langue française, et des livres qui seront par eux faits et par d'autres qui le désireront et voudront. Tout ceci participe de la fondation, y compris dans ses limites, on le comprend bien. À partir de cette année 1637, on peut dire que l'Académie fonctionne à son régime ordinaire, comme en témoignent par exemple ses statuts et règlements. Les lettres patentes sont de janvier, les statuts et règlements de février 1635. Ils précisent le nom, Académie, on pourrait gloser abondamment sur le mot, déjà illustré évidemment de tout un prestige grec, mais de plus en plus d'un prestige italien. La référence à l'Italie est évidente pour les contemporains quand ils entendent parler d'une académie. On en précise l'effectif, 40 membres. Chiffre qui n'est pas encore atteint au moment des statuts et règlements, mais qui le sera 2 ans plus tard. Et puis on précise aussi les 3 offices qui constituent ce qu'on appellera le bureau de l'Académie. Un directeur qui préside les séances, un chancelier qui l'assiste, élu l'un et l'autre pour 2 mois. Et surtout, je cite, un secrétaire qui ne changera point. Qui ne changera point. Donc, vous traduisez secrétaire perpétuel, mais dans le texte officiel, c'est le secrétaire qui ne changera point. Conrart a été le principal rédacteur de ce texte. On peut penser qu'il se réservait ainsi un rôle éminent au sein de la compagnie, dès lors qu'il en devenait le premier secrétaire qu'on ne changera point. Mais moins sans doute, la suite l'a prouvé, par volonté d'accaparement que par souci d'éviter une, disons, un vocabulaire plus moderne, une dérive mondaine, assimilant l'Académie à un salon. Le rythme d'activité, lui, en revanche, est calqué sur celui des salons puisqu'il est hebdomadaire. En 1837, c'est lundi, par exemple. Les jours varieront ensuite. On atteindra même 3 jours de réunion à la fin du XVIIe siècle. Ce nombre diminuera ensuite. Diverses dispositions de détail sont censées encourager la résidence à Paris des membres, qui seraient tentés de privilégier la résidence en province. Une génération plus tard, le pouvoir royal y ajoutera les jetons de présence. À l'article 26 des statuts et règlements, la mission académique est détaillée sous la forme de 4 déclinaisons. Un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique. Mais puisque le diable est dans les détails, les articles les plus importants avec le recul et sur la durée sont sans doute ceux qui règlent les élections et la police des séances. En tous les cas, ils me paraissent très, très significatifs. Le système électoral est complexe. Il se déroule en 3 temps au départ, avec des ballottes, des boules en quelque sorte, blanches et noires, un premier scrutin permettant de distinguer un candidat arrivé en tête, un second dit de proposition sur le seul nom de celui-ci, qui sera ensuite soumis au roi lui-même, enfin un troisième dit d'élection, qui est de pure forme, puisque le roi a donné son accord sur un seul nom. Quant à la police des séances, elle est tout à fait intéressante à regarder d'un peu plus près, mais il faudrait justement être mieux documenté sur ce qu'il en restait au bout de 1 ou 2 générations à partir de textes en quelque sorte théoriques. Voilà comment se déroulerait, et je pense que là c'est du pur Conrart, les réunions idéales. L'on opinera tout haut et de rang, sans interruption ni jalousie, sans reprendre avec chaleur ou mépris les avis de personne, sans rien dire que de nécessaire et sans répéter ce qui aurait été dit. Voilà la police idéale des séances de l'Académie. Ça a un suc tout à fait particulier, je trouve. Il faut savoir d'ailleurs que ce mode de scrutin et cette police des séances a succédé à un premier état plus indistinct qui, en particulier en ce qui concerne le scrutin, se déroulait à main levée, sans aucun secret. Et c'est là qu'il importe de souligner un point capital. Cette élection a lieu entre pairs. Et d'ailleurs, l'article 15 des statuts et règlements parle de personnes égales. De personnes égales. Donc entre pairs,
ce qui n'est pas la règle au sein d'une société qui restera officiellement inégalitaire jusqu'à la nuit du 4 août 1789. Et désormais, on le voit, à bulletin secret. Les historiens du vote nous ont appris que le mode de scrutin moderne entre pairs à bulletin secret vient assez largement de deux sources d'Ancien Régime, annonciatrices des temps nouveaux, les monastères et les académies. Notons au passage que c'est dans les statuts de 1635 qu'apparaît la devise de l'Académie, « à l'immortalité », gravée sur le contresceau puis sur la médaille, et qui est remise aujourd'hui, ce n'est pas exactement celle-ci évidemment, à chaque académicien lors de la cérémonie dite de l'installation. À ce stade, faut-il préciser, oui, je le crois, qu'il ne s'agit aucunement de l'immortalité des académiciens, mais de l'immortalité de la langue française. Que cela soit dit une fois pour toutes. À partir de ces bases formelles, cette Académie des origines, l'Académie de Richelieu et de Louis XIII, aura dès lors pour tâche de préciser elle-même son champ. Elle le fera au prix de quelques arbitrages ponctuels, transmués en principes, et aussi d'un épisode qui lui permettra de clarifier les limites de cette sorte de police littéraire que le cardinal aurait bien voulu lui voir exercer. Les arbitrages ponctuels permettront par exemple de préciser les conditions éventuelles d'exclusion de certains des membres, et j'allais dire jusqu'à aujourd'hui. Tout part de l'article 13 des statuts et règlements. Je cite, « Si un des académiciens fait quelque action indigne d'un homme d'honneur, il sera interdit ou destitué selon l'importance de sa faute. » Interdit ou destitué, deux niveaux. Deux incidents d'inégale importance et d'inégale gravité contribueront à fonder une pratique. En mai 1636, un ecclésiastique, Auger de Moléon, sieur de Granier, élu en septembre de l'année précédente à l'Académie française, est convaincu d'escroquerie, au préjudice de religieuses. L'Académie l'exclut immédiatement. L'affaire Furetière est à une autre échelle. Antoine Furetière siège depuis 22 ans à l'Académie, quand en 1684, il publie les bonnes feuilles d'un futur dictionnaire universel, qui ne sera d'ailleurs publié qu'après sa mort 6 ans plus tard, par lequel, tout à la fois, il contrevient aux privilèges officiels reconnus au dictionnaire de l'Académie depuis 1674 et tombe pour ses confrères sous le coup d'un soupçon de plagiat. Il sera donc destitué. C'est la formule, en 1685. Mais à cette occasion, l'institution démontre aussi sa capacité de jouer pragmatiquement sur une panoplie de sanctions. La destitution doit être confirmée par le roi, qui prend son temps et, au fond, clairement, à ce stade, protège Furetière, il faut le dire. Furetière meurt sur ses entrefaites et son dictionnaire universel paraîtra à Amsterdam sans qu'il soit besoin de frapper à la porte de nouveau ni de l'Académie ni du pouvoir royal français. On sait qu'au cœur du XXe siècle, la notion d'indignité nationale, créée par 2 ordonnances de 1944, qui frappera 4 académiciens, les exclura ipso facto de l'Académie. Mais on voit que la logique de la sanction remonte en ligne directe au XVIIe siècle. L'affaire de la pièce de Pierre Corneille, le Cid, a une signification inverse, au fond. Elle a défini une responsabilité de la compagnie que celle-ci ne prendra à son compte qu'avec beaucoup de réluctance et qui restera sans suite. La pièce de Pierre Corneille est créée en janvier 1637, elle rencontre un succès considérable, devient même un objet de mode. De façon très moderne, ce succès suscite dans l'espace public, déjà l'espace public, bien avant Jürgen Habermas, la discussion et même la polémique à laquelle participent plusieurs écrivains connus à l'époque, au premier rang desquels Georges de Scudéry, qui sollicite solennellement, mais c'est de son propre chef, l'Académie de se prononcer sur la qualité de l'ouvrage. Ce faisant, il met l'Académie dans l'embarras. Elle vient de voir ses lettres patentes enregistrées. Richelieu attend d'elle qu'elle justifie son existence par un jugement public. Mais la compagnie, elle, traîne des pieds. Elle fait durer l'expertise dont les résultats sont exposés, là aussi dans l'espace public. Le 28 novembre 1638, les sentiments de l'Académie française sur la tragicomédie du Cid. L'ensemble de la compagnie a été mobilisé, même si la première et la plus grande partie, 120 pages sur 188, consacrée à une mise en examen sous le regard des règles du théâtre classique, est en fait l'œuvre de Chaplin.
Les archives montrent cependant que le cardinal a méticuleusement relu le texte et y a apposé ses propres commentaires. Le verdict de ce qui ressemble en effet à un tribunal littéraire est au final nuancé, équilibrant critiques et éloges, au prix de formules parfois embarrassées, mais aussi diplomatiquement subtiles, comme cette phrase que je trouve très belle, où le jury finit par saluer, je cite, cet agrément inexplicable qui se mêle dans tous ses défauts. Alors cherchez maintenant où se situe l'Académie. Au vrai, la véritable résolution de la difficulté dans laquelle Richelieu a entraîné l'Académie peut se résumer dans deux constats, tous les deux postérieurs à la mort du cardinal. Je crois que c'est comme ça qu'il faut d'ailleurs raisonner de l'histoire de l'Académie française. Il y a toutes ces discussions, ces verdicts équilibrés, etc. Mais résultat, l'Académie française va élire Corneille en 1647. Et Scudéry 3 ans plus tard. La Bruyère, futur membre de l'Académie, Corneille, conclura habilement, c'est du La Bruyère tout pur, le Cid, enfin, est l'un des plus beaux poèmes que l'on puisse faire, et l'une des meilleures critiques qui a été faite sur aucun sujet est celle du Cid. Significativement, là aussi, on peut dire que si l'on se penche sur la question de savoir où se situent les verdicts, les références, les expertises de l'Académie, il faut se déplacer de cet exemple un petit peu théâtral, voire trop tonitruant du Cid, et considérer le travail hebdomadaire de la dite Académie. Et on voit à ce moment-là que certaines personnalités émergent, en particulier celle de Vaugelas. Le destin de l'Académie se joue là, car derrière la façade d'une controverse, le travail en profondeur est au même moment engagé autour d'un académicien qui s'impose comme référence dans le domaine défini par les textes fondateurs. Et cette expertise n'échappera pas à l'œil et à l'oreille de Molière, qui le cite explicitement, vous le savez, dans Les femmes savantes, Claude Favre de Vaugelas, qui significativement, là aussi, est un ancien adversaire de Richelieu. C'est quand même tout à fait intéressant de voir le cursus honorum de ces hommes. Un ancien adversaire de Richelieu, un partisan de Gaston d'Orléans, etc., mais rallié au cardinal. Le plus important, ce n'est pas d'avoir été protestant ou partisan de Gaston d'Orléans, c'est d'être rallié. C'est même plus sûr, de cette façon. Rallié au cardinal par l'inévitable Bois-Robert, évidemment. Et peut-être cet itinéraire politique éclaire-t-il, enfin, c'est un peu aventuré là ce que je vais dire, mais au fond, le choix linguistique de Vaugelas, dont les remarques sur la langue française, 1647, identifient un lieu d'équilibre situé entre la cour, la bonne société politique, et en particulier, mais pas seulement nobiliaire, pour le langage oral, et les auteurs du temps pour le langage écrit. Traduisons en creux un refus symétrique de l'érudition à la manière de la Sorbonne et de l'affectation à la manière précieuse. On peut dire qu'on a là une sorte de boussole, c'est la boussole de Vaugelas, qui va incontestablement fonctionner au sein de l'Académie, mais qui va plus encore fonctionner au-delà de l'Académie, et qui va même fonctionner au deuxième degré comme la référence incontournable, dirait-on aujourd'hui, même pour ceux qui ne partagent pas complètement dans le détail les positions du grammairien Vaugelas. L'Académie de Louis le Grand, l'Académie de Louis XIV, sera ainsi tout naturellement, après ces épisodes fondateurs, l'Académie de l'installation, et sur tous les plans. L'installation de la protection, pour commencer. À la mort de Richelieu, au début des années 1640, elle passe au plus haut magistrat du royaume, le chancelier Séguier, par ailleurs membre de l'Académie depuis déjà 7 ans. Une manière de la pérenniser, puisqu'elle ne dépend plus d'un ministre, Séguier n'est pas ministre, il est simplement le plus haut magistrat du royaume, fut-il principal, une manière aussi de l'honorer, car les réunions vont avoir lieu chez lui. Au reste, Séguier va assurer sa fonction jusqu'à sa mort, qui aura, puisqu'elle est survenue en 1672, qui aura signifié qu'il sera pendant 30 ans, le protecteur de l'Académie. Une étape capitale sera franchie à ce moment-là, au bout de ces 30 ans. Le successeur de Séguier sera le roi lui-même.
Alors soyons clairs, à l'encontre du sentiment commun d'aujourd'hui sans doute, passer du chancelier au roi, c'est garantir à la compagnie une autonomie non pas réduite mais accrue. Le surplomb du souverain contribuant à protéger la compagnie d'une manière beaucoup plus solide que la situation antérieure où on changeait de protecteur et d'identification du protecteur presque à chaque occasion. Et cela, d'autant plus que sous l'égide de Louis XIV, et en l'absence désormais de tout principal ministre, un homme va jouer de fait le rôle de protecteur sans en avoir le titre, et sous l'égide du roi. Et c'est bien sûr Jean-Baptiste Colbert. De fait, sinon en droit, Colbert cumule toutes les caractéristiques de ses prédécesseurs. Il est officiellement contrôleur général des finances, il déploie une intense activité fondatrice et réformatrice dans quantité de domaines, qui ne se ramènent pas à l'économique. Il ne considère pas comme inférieur à sa fonction d'intervenir sur le terrain des lettres patentes de 1635, et ce, depuis l'époque de Séguier. Élu à la française en 1667, il est aussi celui qui préside à l'organisation, progressive d'ailleurs par étapes, du système académique français. Les inscriptions et belles-lettres, qui n'ont pas immédiatement ce titre, l'Académie de peinture, sculpture et architecture, qui n'est pas l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences, sans oublier l'Académie de France à Rome. Colbert est présent derrière toutes ces initiatives. Et tout est dit dès 1662 quand on le découvre demandant à Chapelain, évidemment Chapelain, de lui dresser la liste des savants français et étrangers jugés dignes de bénéficier de gratifications royales. C'est une initiative qui n'est pas tout à fait sans précédent, mais par son caractère systématique et son orientation, les savants français et étrangers, est d'une remarquable modernité, et on annonce d'autres dans d'autres conjonctures au XVIIIe siècle, déjà, a fortiori au XIXe et au XXe. Au fond, tout n'a-t-il pas été dit à la mort de Séguier? Quand, en 1672, il a fallu choisir un nouveau lieu pour une institution, ramenée par ce nomadisme à une forme de précarité symbolique, quelle fut la solution proposée? Le palais du roi lui-même, nouveau protecteur, et pas n'importe quelle salle, l'ancienne salle du Conseil du roi. Ici, une séance de réception, et ici, la salle de réunion de l'Académie. Vous aurez constaté que les confrères sont autour de cette grande table rectangulaire. On ne va pas tout à fait détailler leurs fonctions, mais on les devine. Le directeur, le chancelier, le secrétaire perpétuel. Mais l'élément le plus important, c'est bien sûr le trône du roi, qui préside symboliquement à la réunion. Et je pense que ce dessin, qui est connu des érudits, mais qui n'est pas si connu que ça, dit beaucoup de choses sur le statut de l'Académie à cette époque et d'une certaine façon jusqu'à la Révolution française, voire au-delà. À l'intérieur de ce nouveau lieu, ce sont de nouveaux rituels qui se mettent en place, enrichissant petit à petit le système symbolique de l'institution. Ils s'inscrivent dans une continuité d'innovation pragmatique. Ainsi, l'éloge du prédécesseur par le successeur remonte seulement, si j'ose dire, à 1640. Il est l'effet du succès rencontré par un nouvel élu, un avocat, comme il se doit, Olivier Patru, dont l'éloquence avait transformé le remerciement en un nouveau rite. C'est ce qui se produit en 1673, où là, c'est le succès de l'éloge par Charles Perrault qui conduit à ouvrir désormais au public, les séances de réception. Il faut dire que ce jour-là, de 1673, il y a 3 réceptions en même temps. L'une d'entre elles est celle d'un certain Jean Racine. On imagine que le public admis doit être assez content ce jour-là d'assister à 3 réceptions en même temps. C'est à la même époque, en 1671, que la compagnie élargit ses activités en commençant à distribuer des prix. Un office qui est appelé à prendre une part croissante et une place croissante dans la vie académique. Et cette diversification va jouer un rôle dans la restructuration des tâches dont la compagnie va, de fait et non en droit, se charger. Les 4 ouvrages mentionnés dans les statuts apparaissent bientôt un objectif inaccessible
pour ce qui demeure, malgré tout ce que l'on a dit, les jetons de présence, etc., une société savante d'un genre original, puisque sa science est tout entière portée sur la langue, mais sans les moyens de la Sorbonne ou du Collège de France, qui existe déjà. Ainsi, la première génération académique va-t-elle entreprendre de concentrer ses efforts, en tant qu'auteur collectif, sur le dictionnaire. Elle voudra s'y consacrer pleinement, et l'on peut dire que le résultat sera tout à fait honorable, certes, mais aboutira à la cristallisation d'une figure désormais bien connue, la lenteur de l'élaboration du dictionnaire de l'Académie, qui est une thématique présente dès le début, quasiment la première année, 1638. Le sarcastique Saint-Évremont, on ne va pas gloser sur qui était Saint-Évremont, publie une comédie qui s'appelle « Les académistes », le terme donc académicien n'est pas encore complètement stabilisé, qui déjà donc s'en moque, au motif, je cite Saint-Évremont, qu'il passe 2 ans à réformer 6 mots. Et l'on a vu comment Furetière a résolu le problème de manière quoi, individualiste et commerciale. Parce que je veux bien que Furetière soit un Zorro grammatical, mais enfin, bon, c'est un individualiste qui a aussi le sens du commerce, en organisant sa propre dissidence. Les défenseurs de l'Académie avaient beau argumenter sur le thème, je cite, « La lenteur du travail d'une compagnie est avantageusement récompensée par l'autorité de ses décisions. » Bon. Les protecteurs eux-mêmes commençaient à exprimer des doutes. L'Académie fut sauvée par Colbert lui-même. Et voici comment, j'emprunte ici les mots pleins de suc, à rien moins que la préface de la première édition du dictionnaire, 1694, soit 60 ans après le lancement du projet. Monsieur Colbert, qui était de l'Académie et qui désirait fort de voir le dictionnaire achevé, étant persuadé, comme l'ont été les plus sages politiques, que ce qui sert à former l'éloquence, il faudrait beaucoup gloser sur cette focalisation sur l'éloquence dans les textes fondateurs, contribue beaucoup à la gloire d'une nation. Peu de temps après qu'il eut été reçu dans cette compagnie, il y vint sans qu'on l'y attendît, pour être témoin de la manière dont on travaillait. Il y arrive lorsqu'on revoyait le mot « ami », qui s'écrit ici A-M-Y. Et comme il fallait avant toute chose régler la définition de ce mot, il vit combien il s'éleva de difficultés avant que d'en convenir. On demanda si le mot « d'ami » supposait une amitié réciproque, c'est-à-dire si un homme pouvait être appelé ami d'un autre qui n'aurait pas les mêmes sentiments pour lui. Cette question, qui est plus de morale que de grammaire, et que néanmoins on doit résoudre, avant que de définir le mot, occupa l'Académie assez longtemps. Il fallut que chacun dît son avis, et enfin la définition de ce mot fut arrêtée, comme elle est présentement imprimée dans le dictionnaire. On y ajouta les épithètes qui se joignent naturellement à ce mot, et ensuite on examina les phrases et les proverbes où il s'emploie. M. Colbert, qui assista à toute la séance, et qui avait vu l'attention et l'exactitude que l'Académie apportait à la composition de ce dictionnaire, dit en se levant qu'il était convaincu et qu'on ne l'avait pas pu faire plus promptement. Et son témoignage doit être d'autant plus considéré qu'on sait que jamais homme dans sa place n'a été plus laborieux ni plus diligent. L'affaire est réglée. Notons au passage que les 2e, 3e et 4e éditions du dictionnaire, 1718, 1740, 1762, parurent quant à elles avec un écart plus court que la première, variant seulement entre 22 et 24 ans. Cela commença à se perturber à la veille de la Révolution française et complètement à partir de la Révolution française. Le règne de Louis XIV fut aussi pour l'Académie un temps où la question récurrente de la protection reçut une réponse qui, au fond, parut donner le ton du rapport qui pouvait s'établir avec le pouvoir royal. On en veut pour preuve que ce que l'on pourrait appeler l'affaire La Fontaine. La Fontaine, en 1683, a 62 ans. Ce n'est pas jeune pour l'époque. Populaire par ses fables, populaire de façon plus sulfureuse auprès d'un public plus limité par ses contes, on ne peut pas dire qu'il a gagné les faveurs du roi en manifestant une courageuse fidélité de principe à Nicolas Fouquet. Et ne voilà-t-il pas que notre homme se présente à l'Académie? Et sur le fauteuil de qui? De Colbert lui-même, celui qui a persécuté Saint-Évremont, ami de La Fontaine, et plus encore, j'allais dire, l'exécuteur de Fouquet. Il faut croire que La Fontaine
a mené quand même une bonne campagne, au cours de laquelle il n'a pas hésité d'ailleurs à désavouer publiquement ses comptes, mais il faut croire aussi, et surtout, que l'Académie est capable de résister à ce qui s'annonce comme un fort mécontentement royal. Et ce d'autant plus que face à La Fontaine se présente Boileau, qui passe pour être soutenu par le roi. Or, c'est La Fontaine qui est élu, 1683. Et l'arme dont va user le roi, donc premier constat, l'Académie élit La Fontaine. Deuxièmement, l'arme dont va user le roi est celle, on l'a vu, que les statuts lui accordent, un veto suspensif, mais pas une impossibilité de recevoir La Fontaine, qui pourrait aller, donc, ce veto suspensif, s'il en décide ainsi, jusqu'au veto définitif. Mais il n'y aura pas de veto définitif. Il y aura une négociation au sommet. La monnaie d'échange, ce sera Boileau. L'Académie l'élit à son tour. Et le roi donne son approbation aux 2 scrutins en même temps, le 24 avril 1684. Et La Fontaine contribue grandement à panser les plaies des uns et des autres en couvrant d'éloges Colbert dans son discours de réception. Et cet homme, La Fontaine, réputé lunaire et solitaire, sera un académicien assidu, au reste engagé dans le même combat pour les anciens, aux côtés de Boileau. Arrêtons-nous un instant pour considérer cette compagnie en cette fin de siècle. Depuis les années 1750, elle a vu frapper à sa porte ce que les contemporains réuniront sous le vocable de gens de qualité. Et c'est là la première épreuve. On est loin de la composition du groupe Conrart, même élargi à 3 reprises. Pour se donner une idée de, pour dire aujourd'hui, la culture d'un homme de qualité, pensons à la réponse insolente de Bussy-Rabutin, personnage haut en couleur, à un de ses amis, le premier président du Parlement de Dijon, qui dit donc à Bussy-Rabutin, « Voilà bien des gens illustres dans ce corps », puisque Bussy-Rabutin vient d'y entrer. Et petit à petit, la pédanterie y fera place à des camarades dignes de vous. Donc la pédanterie, c'est tout ce qui vient avant, Conrart et le reste, ce qui prouve une analyse un petit peu rapide de la compagnie. Et la réponse de Bussy est intéressante. Il est vrai que l'Académie se remplit fort de gens de qualité. Donc traduisez noblesse à partir d'un certain niveau. Gens de qualité. Il faut pourtant y laisser toujours un nombre de gens de lettres, quand ce ne serait que pour achever le dictionnaire. Et pour l'assiduité que les gens comme nous ne sauraient avoir en ce lieu. Ça, c'est remarquable. C'est aussi assez dire que si les plus jeunes élus le sont souvent sur leur seul nom, parmi ces gens de qualité, sans aucune œuvre au bout, on a, dans les registres de l'Académie française, un nombre en effet non négligeable, mais qui tendra à diminuer assez vite, dès le milieu du XVIIIe siècle, je l'évoquerai rapidement pour terminer, d'académiciens qui n'auront jamais absolument rien écrit. Bel exemple, le futur maréchal de Richelieu, quand même, l'arrière-petit-neveu du cardinal, 24 ans à son élection, qui sera l'académicien français qui restera le plus longtemps sur son fauteuil. Il aura la chance de mourir en 1788, et qui, à vrai dire, était assez fier d'affirmer qu'il n'avait jamais rien écrit lui-même. Quelques lettres d'amour avec des fautes d'orthographe. Une autre catégorie peu représentée à l'origine commence même à arriver en rang serré. Là aussi, c'est un élément nouveau par rapport à la période de Conrart, celle des gens d'église. Vers 1695, on compte 10 d'abbayes et 7 évêques. Quantitativement, cependant, le groupe le plus nombreux reste celui, et Bussy-Rabutin l'a bien laissé entendre, il est toléré en quelque sorte, des gens de lettres, accompagnés de quelques savants, du langage, et puis de plus en plus des savants de ces sciences qui vont être promus par le siècle des Lumières, à commencer par la physique, l'astronomie, la médecine. Et c'est parce qu'elle apparaît théâtralement comme un condensé de la culture classique que l'Académie française peut se payer le luxe d'être la reine et au fond le lieu de structuration d'une controverse qu'on appellerait aujourd'hui culturelle et qui à son tour annonce le passage
à une nouvelle configuration dont l'Académie sera par la suite la caisse de résonance. La controverse s'appelle « Querelle des anciens et des modernes ». Et la nouvelle configuration, vous l'aurez compris, siècle des Lumières. La querelle fut en effet lancée dans l'enceinte même de l'Académie par Charles Perrault. Élu à l'Académie en 1671, bien sûr, c'est l'homme des contes, mais on imagine bien qu'à l'époque, d'ailleurs ces fameux contes de Mamerlois ne commenceront à apparaître qu'en 1694, ce n'est pas pour cela qu'il est connu, ce n'est pas pour ça qu'il est important, ce n'est pas pour cela qu'il se fait entendre. C'est un peu par ses œuvres littéraires, c'est beaucoup par son lien étroit avec le pouvoir royal. Ce Perrault-là, c'est l'équivalent de Chapelain par rapport à la configuration de l'époque initiale. Il a été contrôleur général de la surintendance des bâtiments du roi, thuriféraire de Louis le Grand, auteur de l'épître dédicatoire de la première édition du dictionnaire. C'est lui qui va lancer la querelle. Donc quand la querelle est lancée, elle est lancée par quelqu'un dont tout le monde, à l'Académie et hors de l'Académie, a bien repéré le lien avec le pouvoir. Son poème, vous le savez donc maintenant, s'appelle « Le siècle de Louis le Grand ». Non seulement il célèbre, bien entendu, Louis le Grand, aucune difficulté a priori, mais dans la foulée, et c'est l'intention principale, il attaque vivement plusieurs classiques de l'Antiquité, à commencer par Homère. Donc il faut imaginer la scène, Perrault parle, lit son poème, et de fureur, Boileau se lève et quitte la séance. Voilà l'atmosphère. Tout cela sera complété quelques mois plus tard par une théorisation de ce parallèle dans l'ouvrage de Perrault qui s'appelle justement « Le parallèle des anciens et des modernes » qui mettra une dizaine d'années à être publié intégralement. Les hommes illustres qui ont paru en France depuis ce siècle, moins connus, est un texte qui paraît en 1701 et qui est la clé de voûte du système moderne. En face, vous avez les tenants des anciens. Quelques noms, Boileau, on l'a compris, La Fontaine, donc je n'ai pas réconcilié, ils n'étaient pas vraiment brouillés, mais ils sont du même côté désormais, Racine, La Bruyère, voilà, Racine, La Bruyère. En d'autres termes, on peut dire que le canon littéraire classique, d'une certaine façon une bonne partie du canon littéraire d'aujourd'hui, se reconnaît au choix des anciens face aux modernes. D'ailleurs, encensé par Perrault, le roi ne s'engage pas nettement. Louis XIV donne des signes de soutien à Boileau, qui est donc un ancien. Insistons sur ce point. Mais insistons sur ce point pour en arriver à la conclusion de la confrontation. En l'espace d'une génération, à partir de cette offensive de Perrault, l'Académie va passer sous le contrôle des modernes et pas des anciens. Vous avez vu à quel point les anciens, aux yeux d'une conception un peu canonique de la littérature, paraissent écraser tous les autres. Oui, mais à l'Académie, c'est différent. À l'Académie, on est de plus en plus moderne. Les modernes produisent et promeuvent une nouvelle figure d'écrivain, celui qui n'est plus construit autour du talent poétique, comme à l'époque de l'hôtel de Rambouillet, par exemple, mais autour d'un talent qu'on pourrait qualifier d'intellectuel, mêlant l'expertise scientifique et la maîtrise littéraire. À quoi s'ajoute une nouvelle figure du salon, très différent quand on regarde dans le détail, je ne peux pas le faire, je n'ai pas l'intention, son fonctionnement, du salon de l'époque de Rambouillet. Le salon prototypique désormais, pour le XVIIIe siècle, pour le siècle des Lumières, c'est le salon de Madame de Lambert. On pourrait en citer d'autres, mais c'est elle qui est la plus représentative. Première d'une longue lignée de, disons donc, salonnières des Lumières. À l'Académie française arrivent désormais de nouvelles figures qui sont homologiques de ce que je viens de dire, des vulgarisateurs scientifiques imprégnés de scepticisme, comme Fontenelle, l'histoire des oracles, les entretiens sur la pluralité des mondes. Fontenelle sera pendant 46 ans secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences et membre des deux académies. Et des savants comme le physicien Méran, ami de Voltaire, qui sera même un court moment secrétaire perpétuel de l'Académie française, ou l'astronome Maupertuis. Et puis un nouveau type d'académicien, au fond, qui serait, à travers le cas de Fontenelle, dont j'ai dit clairement que c'était un vulgarisateur plus qu'un
savant au sens strict du terme, le propagandiste philosophique type. Sa longévité y aide, hein, puisqu'il vivra presque centenaire. Son successeur, d'ailleurs, sera plutôt son successeur à la tête du groupe des philosophes, ou des philosophiques, comme on le dit parfois, à l'Académie française, Charles Pinault-Duclos, est aussi secrétaire perpétuel de l'Académie à partir du milieu du XVIIIe siècle et facilitera systématiquement l'élection des artisans de la philosophie. L'esprit des Lumières éclaire déjà la trajectoire de ce qu'on pourrait considérer comme le premier penseur politique moderne du XVIIIe siècle français, vivement soutenu par Fontenelle, mais qui à ce moment-là n'a pas encore le pouvoir suffisant pour le soutenir jusqu'au bout, l'abbé de Saint-Pierre. L'abbé de Saint-Pierre a été élu en 1695 à l'Académie française. C'est un homme à système, connu peut-être plus aujourd'hui qu'à l'époque pour son fameux aujourd'hui, projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, qui est à la fois un texte pacifiste, on ne peut pas hésiter à l'utiliser, ce terme, pacifiste, et en effet européen. On peut dire que dans la bibliothèque du pacifiste et de l'européen, l'abbé de Saint-Pierre devrait être mis en tête, au moins chronologiquement parlant. Mais la crise autour de lui va surgir par un biais. Il est l'auteur aussi, au moment où s'installe autour du régent une forme de gouvernement différente de celle de Louis XIV, il est l'auteur d'un discours sur la polysynodie, d'où il ressort, je cite l'abbé de Saint-Pierre, que la pluralité des conseils est la forme de ministère la plus avantageuse pour un roi et pour un royaume. Peut-être même penser pour un royaume plus que pour un roi. De ce fait, l'abbé de Saint-Pierre, par esprit de système, se heurte non pas seulement aux anciens, mais aussi à ceux qui ont servi directement Louis XIV. Et ça va mal se terminer pour lui, car lui sera exclu. Là, vous avez affaire à une exclusion qu'on pourrait qualifier d'idéologique, malgré le soutien de Fontenelle, qui n'est pas encore le Fontenelle des années 1730, qui, entre guillemets, est supposé faire la pluie et le beau temps à l'Académie. Mais s'il est exclu, l'abbé de Saint-Pierre reste actif. Il va rejoindre en particulier un de ses confrères de l'Académie qui, lui, n'a pas été exclu, encore un abbé, l'abbé Alary, qui sera en fait le fondateur du premier club politique français. Je n'ai pas d'hésitation à dire que c'est le premier club, puisqu'il s'appelle Club. Évidemment, le modèle anglais, là, est tout à fait clair. 1724, le club de l'entresol. On retrouve l'abbé de Saint-Pierre, comme d'ailleurs Fontenelle, comme d'ailleurs Duclos, comme d'ailleurs Voltaire, engagé dans un combat annonciateur pour l'édification d'une nouvelle culture politique tournant autour d'une figure inédite, le grand homme. Le grand homme. Ça, c'est la grande invention du XVIIIe siècle français, le grand homme. Ça nous donnera le Panthéon sur la Révolution française. Quand l'abbé propose de donner comme sujet de concours des prix d'éloquence autour de la notion de grand homme, il n'est pas suivi. Mais dans les dernières années du règne de Louis XIV, c'est tout un parti d'académiciens qui entreprend d'opposer un don de portraits de grands seigneurs, c'est ça l'enjeu, il faut imaginer un combat de portraits confrontés, des grands seigneurs qui offrent à l'Académie leur propre portrait. L'Académie remercie, mais se dit bon. Et évidemment, le parti, qui n'est pas seulement le parti des modernes, entendons-le, qui est déjà le parti des Lumières, propose d'offrir, et couvre même l'Académie, de portraits de grands hommes, à commencer d'ailleurs par les écrivains, y compris les écrivains favorables aux anciens de l'Académie française. Deux élections délimitent l'espace d'une modernité littéraire et, en effet, on peut le dire à ce moment-là, philosophique, dont on peut dire qu'elle prend le pouvoir académique. Montesquieu, ancien membre du club de l'entresol, élu en 1727, fortement soutenu par Fontenelle, auprès de Madame de Lambert. On ne peut pas entrer dans le détail, mais on voit très bien comment on a affaire à des effets de réseau qui sont maintenant bien connus. Il suffit de se plonger dans les correspondances du XVIIIe siècle, pas seulement celles de Voltaire, mais entre autres celles de Voltaire, pour en voir le sens. Et deuxième élection qui se situe sur le plan littéraire, mais qui engage le salon qui a pris la place du salon de Madame de Lambert, le salon de Madame de Tencin, Marivaux. Marivaux, en 1742, qui fait l'objet d'un débat proprement littéraire, mais qui fait rejouer visiblement, quand on voit les intervenants, les opinions de ce débat, les clivages anciens, modernes,
et les clivages philosophiques et, disons, parti des dévots. L'élection de Voltaire, 4 ans plus tard, après plusieurs tentatives infructueuses, fut unanimement considérée comme une victoire du parti philosophique. L'analyse de sa correspondance confirme l'importance, à ses yeux, des élections au fauteuil et des votes au prix. On peut relire une bonne partie de la correspondance de Voltaire sous cet angle-là. Ça représente plusieurs volumes. Que l'Académie soit l'objet et le lieu de toutes ces stratégies, où pour parler avec le vocabulaire aujourd'hui, le culturel et le politique se croisent incessamment, est, il faut le redire, la conséquence des circonstances très particulières de la fondation de 1635. Et maintenant, où je vais avec vous quitter les abords académiques anciens, je ne crois pas exagérer de dire que nous sommes devant un apogée, cette académie de la première moitié du XVIIIe siècle. La révolution, enfant cruelle des Lumières, abolira temporairement l'institution qui se reconstruira sur des bases différentes, harmoniques des tendances d'un autre siècle, lancée sur la voie de ce qui est toujours celle d'aujourd'hui, celle d'une société, je parle de notre société, pas de l'Académie, qui se construit par rapport à ça, d'une société que personnellement je qualifierais d'individualiste de masse. La forme académique est-elle dès lors harmonisée à l'esprit du temps? Je crois sincèrement que son apparente obsolescence pourrait être sa chance, son arme même, fondée sur un précédent surprenant, la rencontre improbable, comme on dit aujourd'hui, rencontre improbable d'un Valentin Conrart et d'un Richelieu. Donc, de l'autonomie et de l'autorité, de l'intelligence sensible et de l'intelligence, disons, active, du plaisir du texte et de la jouissance du pouvoir. Faisons donc le pari, comme toujours, que le secret est là pour l'Académie et pourquoi pas un petit peu pour le reste de la société, parce qu'apparemment il y a une société au-delà de l'Académie. Le secret serait là, il serait dans les origines. Je vous remercie. Un grand merci, cher Pascal, de cette évocation à la fois très sensible, très détaillée, très amusante aussi, de cette naissance et de cet épanouissement du début du XVIIIe siècle. Alors, nous avons le temps pour quelques questions, si vous le voulez bien. Quelques questions. Je vais peut-être recommencer. Tous ces seigneurs qui ont participé, ou ces hommes d'église, faisaient de l'Académie un échantillon de la société, une sorte de reflet des élites. Est-ce que finalement cet aspect-là, avec le temps, s'est-il maintenu ou bien s'est-il effacé finalement? Tu parles sur la longue durée jusqu'à ce soir ou simplement jusqu'à la Révolution française? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait beaucoup de seigneurs, de maréchaux, bien sûr. Cette idée que c'est finalement un moment de l'Académie aussi. Tout à fait. Alors, j'ai d'autant plus de scrupules à répondre que j'ai en toi, si je peux me permettre, un spécialiste de cette période, ce qui n'est aucunement mon cas, hein, précisons-le. On voit bien que une certaine conception de la société, avec une certaine typologie qui est celle, pour simplifier, de l'Ancien Régime, se retrouve. Je n'aime pas beaucoup le mot reflet, donc se retrouve à l'Académie, mais par rapport à une origine qui aurait pu amener la compagnie vers d'autres configurations, rappelant plus les sociétés savantes, quoi, hein. La société savante, c'est aussi une notion qui peu à peu se cristallise au XVIIIe siècle. Mais je pense que la présence, sans laquelle il n'y a pas d'Académie française, d'un pouvoir royal, mais d'un pouvoir royal qui se décline en un cardinal-ministre, un chancelier, le roi, un contrôleur général des finances, bon, tout cela explique qu'on ait affaire, comprenez ce que je dis avec des guillemets, à un échantillon représentatif. Quand même, ça c'est vrai. Et cette forte présence des gens de qualité
J'ai évidemment légèrement caricaturé en disant qu'ils n'avaient rien écrit, ces braves gens, mais j'aime bien le maréchal de Richelieu qui a occupé mon fauteuil. C'est vrai qu'il a beaucoup de qualités, beaucoup de vices aussi, qui faisaient partie de ses qualités certainement, mais en tout cas, il n'a pas la qualité d'avoir écrit quoi que ce soit. Mais il ne faut pas caricaturer. Bussy-Rabutin est un prodigieux écrivain. C'est tout à fait clair. J'ai été certainement très rapide sur une catégorie qui va dans le sens évoqué, à savoir les officiers du roi. On trouve effectivement des magistrats, pas simplement séguiers, des magistrats, même des diplomates, effectivement, des gens de qualité dont on peut dire qu'ils sont diplomates à un moment où, mais je parle sous le contrôle d'un spécialiste, où cette fonction, cette figure se cristallise lentement, mais sûrement. Mais je dirais que c'est relativement représentatif. On peut dire que la proportion des gens d'église correspond à l'importance que ces gens d'église ont dans le système des trois ordres, etc. Est-ce qu'il y a eu évolution? Je pense qu'il y a eu surtout une évolution culturelle, c'est-à-dire que parmi les grands seigneurs, comme parmi les savants, comme parmi les ecclésiastiques, ont surgi des esprits qui pouvaient passer pour être proches. Alors des jansénistes, c'est un peu difficile parce qu'il y a là, on sent bien, je n'ai pas étudié de près le détail de chaque élection, je ne sais pas si quelqu'un l'a vraiment fait jusqu'à présent, appel au peuple, d'ailleurs d'une certaine façon, je pense qu'il y a des travaux à reprendre, poursuivre, approfondir sur l'histoire des académies à cette époque, et de l'Académie française. Parce que grosso modo, nous disons, y compris moi, tous les mêmes choses sur un certain nombre de points essentiels. Et puis il y a des zones obscures. Zones obscures. En tous les cas, autant qu'on puisse le dire, les jansénistes sont quand même considérés avec suspicion. La notion de libertin étant extrêmement floue, et je laisse de côté la notion très discutée de libertin érudit, bon, cela, Bois-Robert est un modèle, passe sans doute entre les gouttes. Les jansénistes ont beaucoup plus de mal. Donc je pense qu'il y a des sensibilités qui sont sous-représentées, dirait-on, à l'Académie. En revanche, des hommes d'église ouverts aux Lumières, il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Et ça annonce d'une certaine façon ces élites révolutionnaires dont le premier ou le deuxième cercle est composé évidemment de purs produits des élites de l'Ancien Régime, mais qui ont intégré la pensée de Montesquieu en partie, peut-être de Voltaire, plus encore de Rousseau, etc. Et à partir, je ne voulais pas aller plus loin, mais à partir du principal successeur de Duclos comme secrétaire perpétuel, donc Duclos a été certainement le premier secrétaire perpétuel qui est explicitement fait de son poste un poste de combat pour un parti, pour simplifier, le parti philosophique, même si c'est un parti lui-même divisé parfois. Mais après lui, il y a d'Alembert. Alors là, on a quelqu'un qui a une reconnaissance scientifique que n'a pas Duclos, par exemple, que n'a même pas Fontenelle, et qui est encore plus explicitement un meneur de tendance, et qui, à la fois, encourage l'arrivée à l'Académie française de ces hommes représentatifs de l'esprit qu'on appellera plus tard des Lumières, et incontestablement, qui là, modifie d'élection en élection la composition, et je dirais même la représentativité, là, du coup. La représentativité, on peut dire que l'Académie française est quand même déportée vers la philosophie par rapport à ce qu'elle était dans les années 1630, par exemple. Là, on est dans les années 1730, on est dans les années 1760. Merci infiniment.